Le soir tombait lentement sur Kyoto, enveloppant les pavillons de bois laqués dans une lumière douce et irréelle, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre sa marche. Dans les jardins du palais impérial, les feuilles d'érable frémissaient à peine sous une brise discrète, et le chant lointain d'un instrument à cordes se mêlait au murmure feutré des courtisans. Ici, au cœur du Japon du IXe siècle, le monde semblait immuable, suspendu dans une perfection fragile où chaque geste, chaque mot, chaque silence possédait un sens. Les nobles de l'époque de Heian vivaient dans un univers façonné par l'élégance, où la beauté n'était pas un luxe mais une obligation, et où l'existence elle-même se mesurait à la délicatesse d'un poème ou à la nuance d'un parfum. Dans les vastes couloirs du palais, les étoffes de soie bruissaient comme des ailes invisibles, traçant des lignes de couleur à travers l'ombre. Les aristocrates, le visage caché derrière des éventails finement décorés, échangeaient des vers subtils, jouant avec les saisons et les émotions comme des peintres avec leurs encres. Le monde extérieur, avec ses incertitudes et ses violences, semblait n'exister que dans les récits lointains, évoqués à peine, comme une rumeur qu'il serait indélicat de prendre au sérieux. L'empereur, figure sacrée, siégeait au sommet de cet univers raffiné, entouré d'une aura divine qui le rendait à la fois omniprésent et étrangement inaccessible. Son pouvoir, bien qu'absolu en apparence, s'exprimait surtout à travers des symboles, des rituels et des décisions transmises sur des parchemins soigneusement calligraphiés. Mais derrière cette façade de perfection, quelque chose se fissurait lentement, presque imperceptiblement. Tandis que les nobles composaient des poèmes sur la chute des fleurs de cerisier, les provinces, elles, s'enfonçaient dans un désordre croissant. Les collecteurs d'impôts, envoyés par la cour, disparaissaient sur les routes, battus ou assassinés par ceux qu'ils venaient taxer. Des terres autrefois paisibles devenaient le théâtre de conflits locaux, opposant clans, familles et seigneurs mineurs dans des luttes pour la survie autant que pour le pouvoir. Les ordres venus de Kyoto, si soigneusement rédigés, perdaient leur autorité au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient des murs du palais, comme si l'encre elle-même s'évaporait avant d'atteindre les marges du royaume. La cour impériale, prisonnière de ses propres traditions, se révélait incapable de répondre à cette réalité nouvelle. Elle ne possédait ni armée permanente, ni structure adaptée pour imposer sa volonté dans les régions éloignées. Ce qu'elle pouvait faire, en revanche, c'était déléguer. Déléguer à ceux qui, loin des raffinements de Kyoto, avaient appris à survivre dans un monde plus dur, plus brutal, où la beauté ne protégeait pas et où la parole ne suffisait pas. Ainsi, peu à peu, presque sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, le pouvoir commença à glisser des mains des poètes vers celles des hommes d'armes. Ces hommes n'étaient pas issus de la haute aristocratie. Ils vivaient dans les provinces, sur des terres souvent disputées, où chaque récolte pouvait être la dernière, et chaque nuit, la veille d'un affrontement. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à monter à cheval, à tirer à l'arc, à manier la lame courbe qui deviendrait leur symbole. Leur monde était fait de discipline et de nécessité, de loyauté et de violence. Ils ne composaient pas de poèmes sur les fleurs, ils observaient le vent dans les arbres pour anticiper une embuscade. Leur existence était austère, dépouillée de tout superflu, mais elle possédait une clarté que la cour avait depuis longtemps perdue. Au début, ils n'étaient que des serviteurs armés, engagés par des propriétaires terriens pour protéger leurs domaines ou affirmer leurs droits face à des voisins trop ambitieux. On les appelait sabouraux, ceux qui servent. Leur rôle était simple, défendre, obéir, survivre. Pourtant, dans cette simplicité même se cachait une force nouvelle, car contrairement aux nobles de Kyoto, leur autorité ne reposait pas sur la naissance ou le rituel, mais sur leur capacité à agir, à imposer leur volonté dans un monde instable. Ils formaient des liens solides, fondés non sur l'étiquette, mais sur la confiance forgée dans le danger et le combat. À mesure que les troubles s'intensifiaient, leur importance grandissait. Les seigneurs provinciaux s'appuyaient de plus en plus sur eux, leur confiant des responsabilités toujours plus grandes. Des familles entières commencèrent à se définir par leur capacité à combattre, à commander, à protéger. Le terme lui-même évolua, se transforma, jusqu'à devenir samouraï, non plus seulement une fonction, mais une identité, une manière d'être au monde. Dans les montagnes et les plaines du Japon, loin des jardins paisibles de Kyoto, ces guerriers bâtissaient lentement une nouvelle réalité. Ils s'entraînaient dans le froid et la pluie, perfectionnant des techniques que personne à la cour ne comprenait ni ne jugeait dignes d'intérêt.
Il combattait dans des escarmouches qui ne seraient jamais consignées dans les chroniques officielles, mais qui façonnaient pourtant l'avenir du pays. Leur réputation ne reposait pas sur des lignées récitées à voix basse, mais sur la rapidité de leurs lames, la précision de leurs tirs et la fidélité qu'ils inspiraient. Ils étaient encore loin d'incarner les idéaux raffinés que les siècles futurs leur attribueraient. Ils étaient rudes, pragmatiques, parfois impitoyables. Leur conception de l'honneur n'était pas encore codifiée dans des principes philosophiques, mais s'exprimait à travers la vengeance, la loyauté envers leur seigneur et la protection de leur clan. Pourtant, au cœur de cette brutalité, quelque chose prenait forme. Une conscience, peut-être encore floue, mais persistante, d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À Kyoto, les nobles continuaient de croire que le monde leur appartenait, que l'ordre ancien était éternel, inscrit dans la volonté divine. Mais dans les provinces, une autre vérité émergeait, silencieuse mais irréversible. Le pouvoir ne résidait plus seulement dans les mots ou les symboles. Il résidait dans la capacité d'agir, de défendre, de conquérir. Et ceux qui possédaient cette capacité commençaient à le comprendre. Ainsi, sans proclamation, sans révolution ouverte, le Japon entrait dans une ère où l'encre ne suffirait plus à gouverner, où les parchemins céderaient peu à peu leur place à l'acier. Les samouraïs n'avaient pas encore pris le pouvoir, mais ils avaient déjà commencé à transformer le monde. Et dans l'ombre des montagnes, là où les poètes ne s'aventuraient jamais, ils apprenaient à rêver. Le murmure du changement, d'abord imperceptible, finit par se transformer en grondement. Dans les terres de l'Est, là où les montagnes s'étiraient comme des remparts naturels et où les routes de la cour se perdaient dans la poussière, une vérité nouvelle s'imposait. Kyoto n'était plus le centre du monde, seulement son souvenir. Les provinces vivaient selon leurs propres lois, façonnées par les hommes qui avaient la force de les imposer. Et parmi ces hommes, certains commencèrent à regarder vers la capitale non plus avec respect, mais avec défi. C'est dans ce climat de désordre et d'ambition qu'apparut une figure dont le nom allait résonner comme un avertissement à travers tout l'archipel, Taira no Masakado. Fils d'une grande lignée, descendant du sang impérial lui-même, il n'était ni un simple bandit, ni un agitateur sans racines. Il était un homme formé à la guerre, élevé dans les traditions de son clan, mais durci par les réalités d'un Japon qui ne ressemblait plus aux rêves de la cour. Ce qui commença comme une querelle familiale, une dispute sur des terres et des droits d'héritage, allait bientôt prendre une ampleur que nul n'aurait osé imaginer. Masakado n'était pas seulement un guerrier habile, il possédait une audace rare, presque dangereuse. Là où d'autres se contentaient de défendre leurs intérêts, lui voyait plus loin. À mesure qu'il affrontait ses rivaux, remportant victoire après victoire, il comprit que le pouvoir ne résidait plus dans les titres conférés par Kyoto, mais dans la capacité à les ignorer. Chaque bataille gagnée, chaque adversaire vaincu, renforçait non seulement sa position, mais aussi son idée du monde. Et cette idée était simple, presque hérétique. Si la cour ne pouvait plus gouverner, alors quelqu'un d'autre le ferait. En 939, il franchit une ligne que nul jusqu'alors n'avait osé approcher. Il se proclama empereur. Ce geste, à la fois audacieux et terrifiant, ébranla les fondations même de l'ordre japonais. Car l'empereur n'était pas un simple souverain, il était un être sacré, descendant des dieux, incarnation vivante de l'ordre cosmique. En revendiquant ce titre, Masakado ne contestait pas seulement le pouvoir de Kyoto, il remettait en cause l'équilibre du monde lui-même. Pourtant, dans les provinces de l'Est, cette proclamation trouva un écho inattendu, non pas par fidélité idéologique, mais par nécessité. Pour beaucoup, Masakado représentait une autorité tangible, présente, capable d'apporter un semblant d'ordre là où la cour n'offrait que des mots. Il établit une administration, nomma des fonctionnaires, collecta des taxes. Pendant un court instant, le Japon eut deux centres de pouvoir. L'un, ancien, drapé dans les rituels et la tradition, l'autre, nouveau, forgé dans le fer et la volonté. Et si Kyoto semblait encore briller de tout son éclat, c'était désormais une lumière lointaine, incapable d'éclairer les terres où Masakado régnait. La réaction de la cour fut lente, presque hésitante, comme si elle refusait d'accepter la réalité de ce défi. Des messagers furent envoyés, des prières offertes dans les temples, des rituels accomplis pour implorer la protection des dieux. Mais face à une rébellion de cette ampleur, les mots et les cérémonies ne suffisaient plus. Finalement, Kyoto fit ce qu'elle avait appris à faire dans ce monde nouveau. Elle fit appel aux guerriers.
Une récompense fut promise à quiconque ramènerait la tête de Masakado. Les clans provinciaux, attirés par la perspective de prestige et de richesse, se mobilisèrent. Ce ne fut pas une armée impériale qui marcha contre lui, mais une coalition de forces locales, chacune guidée par ses propres intérêts. La guerre qui s'ensuivit fut brève, brutale, sans la moindre trace de la poésie que la cour aimait tant. En 940, Masakado fut vaincu. Son corps tomba et sa tête fut envoyée à Kyoto, exposée comme un symbole, une preuve que l'ordre ancien persistait. Mais ce geste, destiné à rassurer, révélait en réalité une vérité bien plus inquiétante. Il avait fallu mobiliser des guerriers provinciaux pour vaincre un autre guerrier provincial. La cour n'avait pas restauré son autorité, elle avait simplement utilisé les outils du nouveau monde pour préserver l'illusion de l'ancien. Car l'ombre de Masakado ne disparut pas avec sa mort. Elle s'étendit au contraire dans l'esprit de ceux qui avaient observé sa rébellion. Ils avaient vu ce qu'il était possible de faire. Ils avaient compris que l'empereur pouvait être défié, que les dieux ne frappaient pas immédiatement ceux qui osaient lever la main contre l'ordre établi. Cette prise de conscience, silencieuse mais profonde, marqua un tournant irréversible. Au fil des décennies, les clans guerriers gagnèrent en puissance. Parmi eux, deux noms commencèrent à se détacher, comme des étoiles dans un ciel assombri, les Taira et les Minamoto. Tous deux issus de la lignée impériale, mais relégués depuis longtemps dans les provinces, ils combinaient le prestige du sang et la force des armes. Leurs domaines s'étendaient, leurs armées grossissaient, et leur influence pénétrait jusque dans les cercles de la cour. Ils continuaient de rendre hommage à Kyoto, de participer aux cérémonies, d'envoyer des présents. Mais ces gestes relevaient de plus en plus du théâtre. Car leur véritable pouvoir ne dépendait plus de la reconnaissance impériale, mais de la loyauté de leurs hommes, de leur capacité à lever des troupes, à défendre leurs terres, à imposer leur volonté. Dans les villages et les vallées, les habitants ne voyaient plus l'empereur. Ils ne connaissaient pas son visage, n'entendaient pas sa voix. Leur réalité était incarnée par les seigneurs locaux, par les samouraïs qui patrouillaient les routes, qui rendaient justice, qui levaient les impôts. L'autorité avait changé de forme, glissant du sacré vers le concret, du distant vers le tangible. À Kyoto, pourtant, le monde semblait inchangé. Les courtisans continuaient de composer des poèmes sur la beauté éphémère des saisons, d'organiser des concours de calligraphie, de débattre de l'ordre des écrans dans leurs résidences. Ils parlaient encore d'harmonie, d'équilibre, de tradition. Mais au-delà des murs du palais, ces mots perdaient leur sens. Le Japon vivait désormais dans une double réalité. L'une, visible, persistait dans les cérémonies et les symboles de la cour. L'autre, plus discrète, mais infiniment plus réelle, se construisait dans les provinces, portée par les sabots des chevaux et le tranchant des lames. Et entre ces deux mondes, l'écart ne cessait de se creuser. Les samouraïs n'avaient pas encore renversé l'ordre établi. Ils ne portaient pas encore les titres qui définiraient leur domination future. Mais ils avaient déjà conquis quelque chose de plus essentiel, la confiance des hommes, le contrôle des terres, et la certitude que le pouvoir pouvait être pris, et non simplement reçu. Le geste de Masakado, bien que brisé par la force, avait ouvert une brèche dans l'histoire, et par cette brèche, d'autres ambitions allaient bientôt s'engouffrer. Les Taira et les Minamoto, encore liés par des serments et des traditions, commençaient déjà à se préparer, chacun à leur manière, pour un avenir où les mots de la cour ne suffiraient plus. L'orage n'avait pas encore éclaté, mais dans l'air lourd des provinces, dans le silence tendu des champs et des forêts, on pouvait déjà en sentir l'approche. Le Japon du XIIe siècle ressemblait à un théâtre dont les décors, somptueux et immuables, dissimulaient mal l'effondrement des coulisses. À Kyoto, les lanternes continuaient de briller sur des jardins soigneusement entretenus. Les courtisans murmuraient des vers empreints de nostalgie, et l'empereur, entouré de rituels anciens, incarnait encore l'illusion d'un ordre éternel. Mais sous cette surface, le pouvoir avait changé de main, glissant lentement vers ceux qui n'avaient ni le goût des poèmes, ni le luxe de l'illusion. Et parmi eux, un homme s'élevait, porté par la guerre, la mer et une ambition sans limite, Taira no Kiyomori. Il n'était pas né pour régner dans les palais. Son enfance n'avait pas été bercée par les intrigues délicates des salons impériaux, mais par le fracas des armes et le tumulte des rivages. Dans l'ouest du Japon, là où les routes commerciales traversaient la mer intérieure et où les pirates rôdaient comme des ombres sur l'eau,
Kiyomori s'était forgé. Il y avait appris que le pouvoir ne s'accordait pas, qu'il se prenait. Il avait combattu, négocié, survécu. Et lorsqu'il posa enfin le pied à Kyoto, ce ne fut pas en courtisan, mais en conquérant silencieux. À cette époque, la cour impériale était déjà minée par ses propres contradictions. Les empereurs eux-mêmes n'étaient plus toujours les maîtres du jeu. Certains abdiquaient volontairement pour continuer à gouverner depuis l'ombre, dans ce système étrange des empereurs retirés, où le pouvoir circulait entre figures visibles et invisibles. Les grandes familles aristocratiques, comme les Fujiwara, manipulaient les successions, arrangeaient les mariages et transformaient la politique en un jeu d'échecs où les pièces étaient humaines. Mais ce jeu, autrefois maîtrisé, devenait instable. Les alliances se fissuraient, les rivalités s'exacerbaient, et la violence, autrefois contenue, commençait à s'infiltrer jusque dans la capitale. C'est dans ce climat que survint la rébellion de Røgen en 1156. Une querelle de succession, comme tant d'autres en apparence, mais qui allait révéler la nouvelle réalité du pouvoir. 2 empereurs, 2 prétendants, 2 visions, et derrière eux, 2 camps prêts à en découdre. Les Minamoto, divisés, se retrouvèrent de part et d'autre du conflit. Les Taira, eux, firent un choix clair, et au cœur de ce choix se trouvait Kiyomori. Lorsque les combats éclatèrent dans les rues de Kyoto, ce ne furent pas des mots qui décidèrent de l'issue, mais la force des armes. Les flammes éclairèrent les toits de la capitale, les cris remplacèrent les chants, et le sang coula là où l'on récitait autrefois des poèmes. Kiyomori, à la tête de ses hommes, frappa avec une efficacité implacable. Sa victoire ne fut pas seulement militaire, elle fut symbolique. Elle montrait, sans équivoque, que désormais, le destin du Japon pouvait se jouer par l'épée. 3 ans plus tard, en 1159, une nouvelle crise éclata, plus brutale encore. La rébellion de Heiji ne fut pas simplement un affrontement politique, mais une tentative désespérée de reprendre un pouvoir qui échappait déjà. Pendant que Kiyomori s'éloignait temporairement de Kyoto pour un pèlerinage, ses ennemis passèrent à l'action. Menés par des membres de la noblesse et par Minamoto no Yoshitomo, ils s'emparèrent de l'empereur, massacrèrent les alliés des Taira et tentèrent d'imposer un nouvel ordre. Mais ils avaient sous-estimé Kiyomori. Son retour fut rapide, presque foudroyant. Il ne chercha pas à négocier ni à temporiser. Il encercla la capitale, coupa les voies de fuite et écrasa ses ennemis avec une détermination froide. Les rues de Kyoto, déjà marquées par les violences précédentes, devinrent le théâtre d'une vengeance sans appel. Yoshitomo fut tué, ses fils furent traqués, 2 d'entre eux furent exécutés, d'autres, encore enfants, ne durent leur survie qu'à des actes de loyauté désespérés, cachés, exilés, oubliés, du moins en apparence. Kiyomori, en épargnant certains d'entre eux, commit peut-être l'une des décisions les plus lourdes de conséquences de l'histoire japonaise. Mais à cet instant, il n'y voyait sans doute qu'un geste de pragmatisme, ou peut-être une démonstration de puissance. Il pouvait se permettre la clémence. Désormais, plus rien ne s'opposait à lui. Il ne se contenta pas d'être un chef militaire. Là où d'autres se seraient satisfaits d'influencer la cour depuis l'ombre, Kiyomori choisit de s'y installer pleinement. En 1167, il devint Daijo Daijin, grand ministre d'État, la plus haute fonction du gouvernement. Jamais un samouraï n'avait atteint un tel sommet. Ce n'était plus une transition discrète du pouvoir, c'était une proclamation. L'ère des guerriers avait commencé. Mais Kiyomori ne s'arrêta pas là. Il comprenait que le pouvoir véritable ne résidait pas seulement dans les titres, mais dans le contrôle des dynasties. Il maria sa fille à l'empereur, et lorsque naquit leur enfant, celui-ci fut placé sur le trône. Ainsi, Kiyomori devint le grand-père de l'empereur lui-même, liant de manière inédite le sang impérial et le pouvoir militaire. Ce n'était plus seulement une domination, c'était une fusion. Pendant un temps, son autorité sembla incontestable. Les routes commerciales prospéraient sous son contrôle, notamment celle de la mer intérieure, où ses flottes assuraient richesse et influence. Les marchands s'enrichissaient, les ports s'animaient, et une nouvelle économie, tournée vers l'extérieur, commençait à émerger. Mais cette prospérité avait un prix. Car plus Kiyomori consolidait son pouvoir, plus il s'isolait. Les anciennes familles aristocratiques voyaient en lui un intrus, un homme sans raffinement, qui osait bouleverser un ordre millénaire. Les provinces, elles, supportaient mal ses favoritismes, ses décisions abruptes et la concentration du pouvoir entre les mains des Taira.
Même parmi les samouraïs, certains commençaient à murmurer. Car si Kiyomori avait ouvert la voie à leur ascension, il semblait désormais vouloir en monopoliser les fruits. Sa décision de déplacer la capitale à Fukuhara, son port d'origine, fut perçue comme une provocation. Kyoto, cœur symbolique du Japon, était abandonnée au profit d'une ville tournée vers le commerce et la mer. Pour les nobles, c'était un affront. Pour beaucoup, c'était la preuve que Kiyomori ne comprenait pas ou ne respectait pas l'équilibre fragile du monde qu'il dominait. Et pendant ce temps, dans l'ombre, ceux qui l'avaient épargné grandissaient. Les survivants du clan Minamoto, dispersés, exilés, observaient. Ils n'avaient rien oublié, ni la mort de leur père, ni l'humiliation de leur défaite, ni la domination écrasante des Taira. Leur silence n'était pas une soumission, mais une attente. Kiyomori, au sommet de sa puissance, croyait avoir redéfini le Japon. Et en un sens, il avait raison. Il avait prouvé que les samouraïs pouvaient non seulement servir, mais régner. Il avait brisé les anciennes limites, imposé un nouvel ordre et transformé la cour elle-même. Mais ce qu'il n'avait pas compris, ou peut-être refusé d'admettre, c'est que le pouvoir qu'il avait construit reposait sur les mêmes forces qu'il avait portées, l'ambition, la violence et le désir de renverser l'ordre établi. Et ces forces, une fois libérées, ne se soumettent à personne. Lorsque la maladie commença à ronger son corps, lorsque les murmures de rébellion se firent plus insistants, Kiyomori entrevit peut-être la vérité. Les empires forgés par l'épée ne connaissent pas de repos. Ils vivent dans la conquête et meurent dans le feu. À sa mort, en 1181, il laissa derrière lui un royaume puissant, mais instable, prêt à s'embraser. Et quelque part, dans les provinces, les héritiers des Minamoto se levaient déjà. Lorsque Taira no Kiyomori mourut, le printemps de 1181 n'apporta ni renouveau ni apaisement, mais une tension sourde, presque palpable, qui s'insinua dans chaque recoin du pays. À Kyoto, les courtisans continuaient leurs rituels, comme pour conjurer l'inévitable, mais l'air semblait plus lourd, chargé d'un pressentiment que nul ne pouvait ignorer. L'homme qui avait tenu le Japon d'une main de fer avait disparu, et avec lui, la peur qui maintenait l'ordre. Ce qui restait, c'était un empire fragile, bâti sur des alliances précaires et une autorité contestée. Les héritiers de Kiyomori n'avaient ni sa vision, ni sa cruauté. Ils conservaient le pouvoir en apparence, mais leur emprise se fissurait déjà. Dans les provinces, les anciens serments perdaient leur force, et les loyautés, autrefois indéfectibles, devenaient des calculs. Les seigneurs observaient, hésitaient, pesaient le vent. Et au milieu de cette incertitude, un nom, longtemps murmuré, commença à s'imposer avec une clarté nouvelle, Minamoto. Parmi les survivants de ce clan brisé, un homme se tenait prêt. Minamoto no Yoritomo, fils de Yoshitomo, celui-là même qui avait été vaincu et exécuté par Kiyomori des années auparavant. Il avait passé sa jeunesse en exil, surveillé, contenu, presque oublié. Mais l'exil, loin de l'affaiblir, l'avait façonné. Il avait appris la patience, la prudence, l'art d'attendre le moment exact. Et lorsque ce moment arriva, il ne vacilla pas. En 1180, un appel à la rébellion fut lancé par le prince Mochihito, un membre de la famille impériale opposée aux Taira. Ce cri, désespéré mais puissant, traversa le Japon comme une onde. Le prince fut rapidement traqué et tué, mais son appel avait déjà trouvé écho. Yoritomo répondit. Sa première bataille, à Ishibashiyama, fut un échec. Ses forces, encore faibles, furent dispersées sous la pression des Taira. Mais la défaite ne fit que renforcer sa détermination. Car ce qui importait n'était pas le résultat immédiat, mais le mouvement qu'il avait enclenché. Le feu était allumé, et il ne s'éteindrait pas. Contrairement à ses ancêtres, Yoritomo ne chercha pas la gloire dans la bataille directe. Il comprenait que la guerre qui s'annonçait ne serait pas une succession d'affrontements héroïques, mais un conflit long, complexe, où la stratégie primerait sur la bravoure. Il établit son quartier général à Kamakura, une région protégée par des montagnes et tournée vers l'est, loin de l'influence corruptrice de Kyoto. Là, il construisit patiemment son pouvoir. Il tissa des alliances, envoya des messagers, rallia des seigneurs mécontents du règne des Taira. Il transforma Kamakura en bastion, en centre de commandement, en cœur battant d'une rébellion qui dépassait peu à peu le cadre d'une simple vengeance familiale. Pendant ce temps, sur les champs de bataille, d'autres portaient son ambition.
Parmi eux, son demi-frère, Minamoto no Yoshitsune. Jeune, brillant, presque irréel dans sa grâce et son audace, Yoshitsune incarnait tout ce que les récits de guerre célèbrent. Là où Yoritomo construisait, lui frappait. Là où l'un planifiait, l'autre exécutait avec une précision fulgurante. Ses campagnes devinrent rapidement légendaires. Il menait ses troupes à travers des chemins impossibles, attaquait de nuit, surprenait ses ennemis là où ils se croyaient invulnérables. À Ichinotani, il mena une attaque audacieuse en descendant une pente abrupte que personne n'aurait osé emprunter, prenant les Taira par surprise et les plongeant dans le chaos. À chaque victoire, son nom grandissait, devenant symbole d'espoir pour les uns, de terreur pour les autres. Mais cette guerre n'avait rien d'un récit héroïque. Elle était brutale, fragmentée, imprévisible. Les alliances changeaient, les provinces basculaient d'un camp à l'autre, et les combats se déroulaient autant sur terre que sur mer. Les Taira, autrefois maîtres incontestés, perdaient peu à peu leur emprise. Leurs forces s'amenuisaient, leurs erreurs s'accumulaient, et surtout, la peur qu'ils inspiraient disparaissait. Les batailles d'Uji, de Kurikara, d'Awazu marquèrent des tournants décisifs. À Kurikara, les Minamoto utilisèrent des tactiques ingénieuses, libérant des bœufs enflammés pour semer la panique dans les rangs ennemis. Ce n'était pas une guerre de nobles affrontements, mais de ruse, de vitesse et parfois de cruauté. Pendant ce temps, les Taira reculaient, emportant avec eux ce qu'il leur restait de pouvoir. Ils emmenèrent l'empereur enfant, Antoku, avec eux, symbole fragile d'une légitimité qui leur échappait. Leur fuite les conduisit vers l'ouest, jusqu'aux eaux de la mer intérieure, là où leur flotte restait leur dernier atout. En 1185, tout se joua à Dan-no-ura. Le détroit était étroit, les courants puissants, et les deux flottes se faisaient face comme deux mondes opposés. D'un côté, les Taira, acculés mais déterminés, protégeant leur empereur et leur honneur. De l'autre, les Minamoto, portés par une série de victoires et une volonté implacable d'en finir. La bataille fut chaotique, violente, indécise. Les flèches obscurcissaient le ciel, les navires s'entrechoquaient, les cris se mêlaient au fracas de l'eau. Pendant un temps, les Taira résistèrent, utilisant leur connaissance des courants pour prendre l'avantage. Mais au cœur du combat, la trahison frappa. Un commandant Taira révéla les positions et les faiblesses de sa propre flotte. Ce geste, né peut-être de désespoir ou d'ambition, scella leur destin. La bataille bascula. Comprenant que tout était perdu, les Taira firent face à l'inévitable. Plutôt que de tomber entre les mains de leurs ennemis, beaucoup choisirent la mort. La grand-mère de l'empereur Antoku prit l'enfant dans ses bras, murmura une prière et se jeta dans les flots avec lui. D'autres suivirent, plongeant dans la mer, entraînant avec eux les derniers vestiges de leur clan. L'eau se referma sur eux, emportant non seulement des vies, mais une époque entière. Lorsque le combat prit fin, il ne restait plus rien des Taira. Leur puissance, leur gloire, leur domination, tout avait disparu en quelques heures. Le Japon, qui avait été façonné par leur ascension, était désormais transformé par leur chute. Les Minamoto étaient victorieux. Mais cette victoire ne marquait pas simplement la fin d'un conflit. Elle annonçait une transformation plus profonde encore. Car désormais, le pouvoir ne serait plus jamais ce qu'il avait été. L'empereur subsistait, la cour persistait, mais leur autorité avait été irrémédiablement dépassée. Yoritomo, resté à Kamakura, ne se précipita pas pour revendiquer sa victoire avec éclat. Il comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les célébrations, mais dans la structure. Il ne voulait pas seulement gagner une guerre, il voulait redéfinir le Japon. La guerre de Genpei avait ravagé le pays, détruit des familles, laissé des cicatrices profondes. Mais de ces cendres émergeait quelque chose de nouveau. Un ordre fondé non sur le sang impérial, mais sur la force, la loyauté et le contrôle. L'ère des samouraïs ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la chute des Taira n'était pas celui de la paix, mais celui d'un monde en suspens, comme si le Japon lui-même retenait son souffle face à ce qu'il était en train de devenir. Les champs encore marqués par les batailles fumaient lentement sous le ciel. Les villages pansèrent leurs plaies, et dans les temples, les moines priaient pour les âmes des morts, dont le nombre était trop grand pour être nommé. Pourtant, au-delà du deuil et des ruines, une transformation silencieuse était en cours. Minamoto no Yoritomo, vainqueur sans couronne, n'était pas à Kyoto pour savourer sa victoire. Il n'avait pas assisté à la bataille finale, n'avait pas vu les eaux de Dan-no-ura engloutir ses ennemis.
Il était resté à Kamakura, distant, immobile en apparence, mais déjà tourné vers l'avenir. Là où d'autres auraient cherché à s'emparer du trône, à s'imposer dans les palais de la capitale, Yoritomo choisit une autre voie, une voie plus lente, plus froide, mais infiniment plus durable. Kamakura n'avait rien de Kyoto. Ce n'était pas une ville de poésie et de rituels, mais un bastion, encadré par des collines boisées et ouvert sur la mer. L'air y était plus rude, les murs moins ornés, et les hommes qui s'y rassemblaient portaient l'odeur du cuir, du métal et de la guerre. C'était un lieu où le pouvoir se construisait non dans les salons, mais dans les décisions, dans la discipline, dans la loyauté. Yoritomo comprenait une chose que ses prédécesseurs avaient ignorée. Gagner une guerre ne suffisait pas. Le Japon avait été ravagé par des décennies de conflits, et sans structure, sans ordre, il sombrerait à nouveau dans le chaos. Il ne voulait pas être un simple vainqueur. Il voulait être le fondateur d'un système qui survivrait à sa propre vie. Ainsi naquit le Bakufu, le gouvernement militaire. Ce n'était pas une révolution visible, mais une transformation profonde. Yoritomo ne renversa pas l'empereur, il ne détruisit pas la cour. Il les laissa exister comme des symboles nécessaires, des vestiges d'un ordre ancien qui donnait encore un sens au monde. Mais derrière ces symboles, il construisit une réalité nouvelle. Il nomma des shugo, gouverneurs militaires chargés de maintenir l'ordre dans les provinces. Il désigna des jito, intendants responsables de la gestion des terres et de la collecte des impôts. Ces hommes n'étaient pas des aristocrates raffinés, mais des guerriers, souvent issus des rangs qui avaient combattu pour lui. Leur loyauté ne reposait pas sur la naissance, mais sur les liens forgés dans la guerre. Pour la première fois, le Japon possédait une structure de pouvoir qui ne dépendait pas de Kyoto. La cour impériale continuait de proclamer des lois, de nommer des titres, de célébrer les rites. Mais dans les faits, ces décisions n'avaient de poids que si elles étaient reconnues par Kamakura. Le centre de gravité du pays avait changé, imperceptiblement, mais définitivement. Il ne se trouvait plus dans les palais, mais dans les camps, dans les forteresses, dans les esprits des hommes qui portaient l'épée. En 1192, cette transformation reçut une reconnaissance officielle. L'empereur accorda à Yoritomo le titre de Sei Taishogun, grand général pacificateur des barbares. Ce titre, autrefois utilisé pour des campagnes lointaines, prenait désormais un sens nouveau. Il consacrait Yoritomo comme le véritable maître du Japon. Mais Yoritomo ne se laissa pas griser par ce pouvoir. Il ne chercha pas à briller, ni à s'entourer de faste. Il gouvernait avec une froideur méthodique, concentré sur l'essentiel. Maintenir l'ordre, contrôler les provinces, éviter le retour du chaos. Il instaurait des règles, arbitrant les conflits entre ses vassaux, définissant des lois qui encadraient la propriété, l'héritage et les devoirs des samouraïs. Ce système encore fragile reposait sur un équilibre délicat. Les samouraïs recevaient des terres, du pouvoir, une reconnaissance. En échange, ils devaient loyauté et service. Ce n'était pas une relation abstraite, mais un pacte concret, fondé sur des intérêts partagés et une discipline stricte. Pour beaucoup, c'était une libération. Les guerriers, longtemps relégués au rôle d'exécutants, devenaient les piliers du pays. Leur statut changeait, leur identité se consolidait. Ils n'étaient plus seulement ceux qui servaient, ils étaient ceux qui gouvernaient. Mais derrière cette construction, une ombre persistait. Yoritomo, façonné par la guerre et la trahison, ne faisait confiance à personne sans réserve. Même ceux qui lui avaient permis de triompher devenaient, à ses yeux, des menaces potentielles. Et parmi eux, un nom brillait trop fort pour être ignoré. Yoshitsune. Le héros des batailles, celui dont les exploits avaient assuré la victoire contre les Taira, était devenu un problème. Sa popularité grandissait, son prestige dépassait les frontières des provinces, et dans les récits des hommes, il prenait une place que Yoritomo ne pouvait tolérer. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une question de pouvoir. Yoritomo comprenait que l'autorité ne pouvait être partagée. Un seul centre devait exister, une seule figure à laquelle les loyautés se rattachaient. Yoshitsune, avec son charisme et ses victoires, incarnait un danger pour cet équilibre. Des accusations vinrent, comme elles viennent toujours dans ces jeux d'ombre. Trahison, ambition, désobéissance. Yoshitsune fut déclaré ennemi. Celui qui avait été un héros devint un fugitif. Traqué à travers le pays, abandonné par ceux qui avaient autrefois célébré ses exploits,
Il finit par trouver refuge dans le nord. Mais même là, il ne put échapper à son destin. Entouré, sans issue, il choisit de mourir selon le code des guerriers, préférant la mort à la capture. Ainsi disparut Yoshitsune, non sur un champ de bataille, mais dans la solitude, victime non de ses ennemis, mais de l'ordre même qu'il avait contribué à créer. Yoritomo, de son côté, ne montra aucun regret. Le pouvoir exigeait des sacrifices, et il les acceptait sans hésitation. Lorsqu'il mourut en 1199, ce ne fut pas dans la gloire d'un combat, mais à la suite d'une chute de cheval, un accident banal pour un homme qui avait redéfini le destin de son pays. Sa mort, soudaine et sans éclat, contrastait avec l'ampleur de son œuvre, car ce qu'il laissait derrière lui n'était pas simplement un héritage, mais un système. Le shogunat qu'il avait fondé allait survivre, évoluer, se transformer, mais son principe resterait intact. Le Japon serait gouverné par les guerriers. L'empereur continuerait de régner en apparence, mais le véritable pouvoir appartiendrait à ceux qui contrôlaient les hommes et les terres. Dans les collines de Kamakura, entre les temples et les fortifications, une nouvelle ère avait commencé. Une ère où le bruit des armures couvrirait le murmure des poèmes, où la loi serait écrite non seulement avec de l'encre, mais avec le fer. Et bien que Yoritomo ait disparu, l'ordre qu'il avait créé ne faisait que commencer à s'étendre. La mort de Yoritomo n'ébranla pas immédiatement l'ordre qu'il avait construit. Le bakufu continua de fonctionner, ses rouages tournant avec une régularité presque rassurante, comme si la volonté de son fondateur persistait encore dans chaque décision, dans chaque décret. Mais cette stabilité n'était qu'apparente, car derrière les murs de Kamakura, une nouvelle lutte s'engageait, plus discrète, plus insidieuse, et peut-être plus décisive encore que toutes celles qui avaient précédé. Le pouvoir désormais ne se transmettait pas seulement par le sang ou le titre, il se prenait dans les interstices du système, dans les silences, dans les alliances invisibles. Et parmi ceux qui avaient compris cela, un clan se distinguait déjà, les Hojo. Liés à Yoritomo par le mariage, présent à ses côtés dans les moments les plus cruciaux de son ascension, ils n'avaient jamais cherché à rivaliser avec lui ouvertement. Ils avaient observé, appris, attendu, et lorsque le shogun disparut, ils furent prêts. Le successeur de Yoritomo, son fils Minamoto no Yorie, n'était pas un homme façonné par la guerre comme son père. Jeune, impulsif, encore imprégné des privilèges de sa position, il n'avait ni la prudence ni la vision nécessaire pour maintenir l'équilibre fragile du bakufu. Il voulait gouverner, affirmer son autorité, se libérer de l'ombre écrasante laissée par Yoritomo. Mais il ne comprenait pas encore que le pouvoir qu'il revendiquait n'était pas un héritage, mais un terrain miné. Hojo Tokimasa, père de la veuve de Yoritomo, Masako, se plaça rapidement au centre du jeu. Il n'avait pas besoin de titres éclatants ni de reconnaissance publique. Ce qu'il voulait, c'était le contrôle. Et pour cela, il agit avec une précision froide, entourant le jeune shogun de conseillers loyaux à sa cause, isolant peu à peu Yorie de ses soutiens naturels. Les décisions du shogun devinrent suspectes, ses alliances surveillées, ses initiatives entravées. Lentement, presque imperceptiblement, il perdit le contrôle de son propre gouvernement. Lorsqu'il tenta de s'opposer, de reprendre ce qui lui appartenait, il était déjà trop tard. En 1203, il fut contraint d'abdiquer. Peu après, il fut assassiné. Sa chute ne provoqua ni soulèvement ni chaos. Le système continua de fonctionner comme si rien ne s'était passé. Et c'était précisément là la force des Hojo. Ils ne cherchaient pas à briser l'ordre établi, mais à l'habiter, à le manipuler de l'intérieur. Le nouveau shogun, Minamoto no Sanetomo, n'était qu'un enfant, un symbole, un visage derrière lequel le véritable pouvoir pouvait s'exercer sans contrainte. Mais même Tokimasa, dans son ambition, n'était pas le dernier mot de cette transformation. Car au cœur de ce nouveau régime se tenait une figure plus complexe, plus subtile encore, Hojo Masako. Veuve de Yoritomo, devenue nonne après sa mort, elle aurait pu se retirer du monde, disparaître dans le silence des temples. Mais sous les robes monastiques se cachait une volonté intacte, une intelligence aiguë et une compréhension profonde du pouvoir. Elle avait vécu aux côtés de Yoritomo, avait vu naître le bakufu, avait appris ses mécanismes, ses forces, ses faiblesses. Elle ne cherchait pas à gouverner ouvertement, elle influençait, orientait, décidait dans l'ombre.
Lorsque son propre père, Tokimasa, devint trop ambitieux, trop visible, elle n'hésita pas. Avec l'aide de son frère, Hojo Yoshitoki, elle le força à se retirer, l'éloignant du pouvoir qu'il avait contribué à construire. Ainsi, même au sein du clan Hojo, la lutte ne cessait jamais. Le pouvoir ne se possédait pas, il se conservait par une vigilance constante. Les années passèrent et le système se solidifia. Les shoguns, toujours issus de la lignée Minamoto au début, devinrent progressivement des figures symboliques, vidées de leur substance. Le véritable pouvoir appartenait désormais aux shiken, les régents Hojo, qui gouvernaient en leur nom. Le Japon s'habitua à cette dualité. À Kamakura, les décisions réelles étaient prises. À Kyoto, les rituels continuaient. Les empereurs régnaient en apparence, leur voix résonnant dans des palais qui n'étaient plus que l'écho d'un passé glorieux. Mais cette illusion ne pouvait durer indéfiniment. En 1221, l'empereur retiré Go-Toba, refusant d'accepter cette situation, tenta de reprendre le contrôle. Il appela à la révolte, invoquant la légitimité divine, espérant rallier à lui les provinces, les moines, les nobles, tous ceux qui pouvaient encore croire en l'autorité sacrée de la cour. Ce fut un pari désespéré. Les temps avaient changé. Les samouraïs, désormais enracinés dans le système du bakufu, ne répondaient plus aux appels de Kyoto. Leur loyauté était ailleurs, liée à des structures concrètes, à des intérêts tangibles. L'idée d'un empereur tout-puissant appartenait déjà au passé. La réponse des Hojo fut rapide, implacable. Une armée fut levée, dirigée vers Kyoto avec une efficacité froide. Les forces impériales furent balayées. La rébellion, brève, fut écrasée sans hésitation. Go-Toba fut exilé, envoyé loin de la capitale, condamné à finir ses jours dans l'oubli. Ce moment marqua une rupture définitive. Ce n'était plus seulement une question de pouvoir, mais de réalité. L'empereur pouvait encore exister, mais il ne pouvait plus gouverner. Cette possibilité, autrefois inconcevable, était désormais une certitude. Pour s'assurer que jamais une telle rébellion ne se reproduirait, les Hojo installèrent une présence permanente à Kyoto, une surveillance constante, une ombre qui suivait chaque mouvement de la cour. Le Rokuhara Tendai, centre administratif et militaire, devint le symbole de cette domination silencieuse. Le Japon était désormais structuré autour d'un paradoxe. Un empereur sacré, mais impuissant. Un shogun visible, mais contrôlé. Et derrière eux, des régents qui gouvernaient sans porter la couronne. Pendant un temps, cet équilibre fonctionna. Des lois furent codifiées, les conflits arbitrés, les terres administrées avec une rigueur nouvelle. Les samouraïs, autrefois dispersés, devinrent une classe organisée, liée par des règles, des obligations, des droits. Le pays, après des décennies de guerre, connut une forme de stabilité. Mais sous cette surface ordonnée, quelque chose commençait déjà à se fissurer. Car un système fondé sur la loyauté et la récompense ne peut survivre longtemps si ces récompenses disparaissent. Et bientôt, un danger venu de l'extérieur allait révéler cette faiblesse avec une brutalité inattendue. Au-delà des mers, un empire s'étendait, immense, insatiable, dirigé par un homme qui ne connaissait ni les traditions de Kyoto, ni les subtilités du bakufu. Son nom était Kubilai Khan, et il regardait vers le Japon. Au-delà de l'horizon, là où la mer semblait se confondre avec le ciel, un monde que le Japon n'avait jamais vraiment regardé commençait à se rapprocher. Pendant des siècles, l'archipel s'était pensé à part, protégé par les flots, préservé des empires qui naissaient et s'effondraient sur le continent. Les invasions mongoles du passé avaient été arrêtées par la distance. Les ambitions étrangères s'étaient dissipées avant d'atteindre ses rivages. Mais au XIIIe siècle, cette illusion d'isolement commença à vaciller. Au cœur de cette menace se trouvait un homme dont le nom portait déjà l'écho de conquêtes innombrables. Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, maître d'un empire qui s'étendait des steppes d'Asie centrale aux riches terres de Chine. Là où ses ancêtres avaient dominé par la vitesse et la terreur des cavaliers, Kubilai gouvernait désormais un empire structuré, organisé, capable de projeter sa puissance au-delà des terres, jusque sur les mers. En 1268, les premières lettres arrivèrent à Kamakura. Elles n'étaient pas des menaces directes, mais leur ton ne laissait aucune place au doute. Kubilai Khan y parlait comme à un vassal, invitant le Japon à reconnaître son autorité,
à entrer dans l'ordre du monde qu'il prétendait diriger. Il ne s'adressait pas à l'empereur de Kyoto, figure pourtant sacrée, mais directement au gouvernement militaire. Ce choix n'était pas anodin. Il reconnaissait, mieux que beaucoup de Japonais eux-mêmes, où se trouvait le véritable pouvoir. À Kamakura, les Hojo reçurent ces lettres avec un silence calculé. Répondre aurait été accepter l'existence d'une relation d'infériorité. Refuser ouvertement aurait été provoquer une guerre pour laquelle ils n'étaient pas encore prêts. Alors ils choisirent la seule réponse possible, l'absence de réponse. Les messagers mongols furent renvoyés, sans engagement, sans reconnaissance. Mais le silence pour Kubilai Khan n'était pas une option acceptable. En 1274, la mer elle-même sembla se couvrir d'ombre. Depuis les ports de Corée, déjà soumis à l'empire mongol, une flotte gigantesque prit la mer. Près de 900 navires transportant des dizaines de milliers d'hommes, mongols, chinois, coréens, soldats venus d'horizons différents mais unis sous une même bannière. Leur avancée fut rapide, méthodique. Ils frappèrent d'abord les îles de Tsushima et d'Iki, écrasant toute résistance, laissant derrière eux des terres dévastées. Puis, ils atteignirent Kyushu. À Hakata, les samouraïs se préparèrent à défendre leurs terres. Mais ce qu'ils affrontèrent n'était pas une guerre comme celle qu'ils connaissaient. Les Mongols ne cherchaient pas des duels, ne respectaient pas les codes implicites du combat. Ils avançaient en formation coordonnée, tiraient des salves d'archers qui obscurcissaient le ciel, utilisaient des armes inconnues, des bombes qui explosaient avec fracas, projetant feu et métal. Les samouraïs, habitués à annoncer leur nom, à chercher un adversaire digne, se retrouvèrent face à une machine de guerre impersonnelle, écrasante. Leur bravoure ne suffisait pas, leur monde ne correspondait plus à celui du champ de bataille. Et pourtant, alors que tout semblait perdu, le ciel changea. Une tempête se leva, soudaine, violente, comme si les éléments eux-mêmes s'étaient dressés contre l'envahisseur. Les vents hurlèrent, les vagues se brisèrent contre les navires, les mâts cédèrent. La flotte mongole, ancrée trop près des côtes, fut prise au piège. Les navires se fracassèrent les uns contre les autres, les hommes furent emportés par les flots. Lorsque la tempête se dissipa, il ne restait qu'un chaos de débris et de corps. Les survivants battirent en retraite. Le Japon avait été sauvé. À Kamakura, on parla de miracle, de protection divine. Le mot kamikaze, vent divin, naquit dans les prières et les récits. Mais derrière cette interprétation sacrée, les dirigeants comprenaient une réalité plus froide. Ils n'avaient pas gagné. Ils avaient survécu. Et l'ennemi reviendra. Les années qui suivirent furent marquées par une préparation intense. Des murs de pierre furent construits le long des côtes de Hakata, s'étendant sur des kilomètres. Des troupes furent mobilisées, entraînées, positionnées en attente. Le Japon, pour la première fois, se préparait à une invasion étrangère à grande échelle. Mais cette préparation avait un coût. Contrairement aux guerres précédentes, il n'y avait pas de territoire à conquérir, pas de richesses à redistribuer. Les samouraïs, mobilisés pour défendre le pays, ne recevaient ni terre ni récompense. Ils combattaient pour préserver ce qu'ils avaient déjà, sans perspective de gain. Le système même du bakufu, fondé sur la récompense de la loyauté, commençait à se fragiliser. En 1281, la menace revint. Cette fois, elle était encore plus grande. 2 flottes furent lancées, l'une depuis la Corée, l'autre depuis la Chine. Des milliers de navires, des centaines de milliers d'hommes. Une force si vaste qu'elle semblait transformer la mer elle-même en une armée. Les Mongols atteignirent à nouveau Kyushu, mais cette fois, ils trouvèrent des défenses renforcées. Les murs ralentirent leur progression. Les samouraïs, mieux préparés, adaptèrent leurs tactiques. Ils menèrent des attaques nocturnes, harcelèrent les envahisseurs, refusèrent le combat frontal. La lutte fut acharnée, prolongée, incertaine. Et puis, encore une fois, le ciel se déchaîna. Une seconde tempête, plus violente encore, s'abattit sur la flotte mongole. Pendant des jours, les vents ravagèrent les navires, les projetèrent contre les côtes, les brisèrent sur les rochers. Les soldats, piégés en mer, furent anéantis. Lorsque le calme revint, il ne restait plus d'invasion. Le Japon avait été sauvé, une seconde fois. Mais cette victoire portait en elle une ironie cruelle. Car si le pays avait échappé à la conquête, le prix payé était immense.
Les coffres du Bakufu étaient vides, les terres n'avaient pas changé de main. Les samouraïs qui avaient combattu avec courage rentraient chez eux sans récompense. La loyauté, autrefois nourrie par la promesse de gain, se transforma peu à peu en frustration. Dans les provinces, un malaise s'installait. Les hommes qui avaient défendu le Japon se retrouvaient appauvris, leurs attentes déçues. Le système, si solide en apparence, révélait ses limites. Le vent divin avait repoussé l'ennemi, mais il n'avait pas sauvé le régime. Et dans le silence qui suivit la tempête, un autre orage, plus lent, plus insidieux, commençait à se former. Après le fracas des tempêtes et le silence qui leur succéda, le Japon entra dans une période étrange, presque trompeuse. Les invasions mongoles avaient cessé, les côtes étaient à nouveau calmes, et aucun ennemi ne se profilait à l'horizon. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Le Bakufu de Kamakura, autrefois solide, commençait à vaciller de l'intérieur. Les années passèrent, et avec elles s'accumulèrent les tensions que les vents divins n'avaient pas emportées. Les samouraïs, qui avaient répondu à l'appel, qui avaient combattu sans relâche, attendaient ce qui, depuis des générations, avait toujours suivi la guerre. Des terres, des richesses, une reconnaissance tangible. Mais il n'y avait rien à donner. Aucun territoire conquis, aucun ennemi dépouillé, aucune victoire à distribuer. Le système lui-même, fondé sur l'échange entre services et récompenses, se retrouvait pris au piège de sa propre logique. Dans les campagnes, les petits propriétaires s'endettaient. Les familles samouraïs, autrefois prospères, voyaient leurs terres fragmentées, leurs ressources diminuer. Le prestige de servir le shogun ne suffisait plus à nourrir les hommes. Et dans les cœurs, un doute s'installait, lentement mais sûrement. À quoi bon la loyauté si elle ne mène à rien? Les Hojo, depuis Kamakura, continuaient de gouverner avec la même rigueur, la même confiance en leur système. Ils voyaient encore le Japon comme un ordre stable, maintenu par la discipline et la tradition. Mais ils ne percevaient pas, ou refusaient de voir, que cet ordre reposait désormais sur une base fragilisée. Et dans ce contexte de désillusion, une idée ancienne, presque oubliée, commença à refaire surface. L'empereur. À Kyoto, la cour impériale avait longtemps accepté sa marginalisation. Les empereurs régnaient sans gouverner, enfermés dans des rituels qui n'avaient plus d'impact sur le monde réel. Mais cette situation, autrefois tolérée, devenait de plus en plus insupportable pour certains. Parmi eux se trouvait un homme déterminé à changer les choses, l'empereur Go-Daigo. Contrairement à ses prédécesseurs, Go-Daigo n'acceptait pas d'être une figure symbolique. Il croyait profondément en la nature sacrée de son rôle, en l'idée que l'empereur devait être le véritable souverain du Japon. Il avait étudié les modèles étrangers, les dynasties chinoises où les empereurs régnaient réellement, et il voyait dans l'ordre établi une anomalie à corriger. Mais il n'était pas un guerrier. Il n'avait ni armée ni expérience du combat. Ce qu'il possédait en revanche, c'était une volonté inflexible et une capacité à inspirer. En secret, il commença à préparer une rébellion. Son premier soulèvement, en 1331, fut un échec. Les Hojo, encore puissants, réagirent rapidement. Go-Daigo fut capturé, déposé, puis exilé sur les îles d'Oki, loin de Kyoto, loin de toute influence. Un nouvel empereur, plus docile, fut installé à sa place. Mais l'exil ne brisa pas Go-Daigo. Au contraire, il transforma sa défaite en attente. Dans les provinces, les tensions continuaient de croître. Les samouraïs, mécontents, cherchaient une alternative. Le Bakufu, autrefois garant de l'ordre, apparaissait désormais comme un obstacle. Et peu à peu, l'idée d'un retour au pouvoir impérial, autrefois impensable, commença à séduire. Go-Daigo s'échappa de son exil. Ce simple acte, presque irréel, déclencha une série d'événements qui allaient bouleverser le Japon. Des seigneurs, des guerriers, des hommes autrefois loyaux au Bakufu prirent les armes en son nom. Parmi eux, une figure se distingua par son courage et son ingéniosité, Kusunoki Masashige. Homme d'origine modeste, stratège brillant, Masashige ne disposait que de forces limitées. Mais il savait utiliser le terrain, surprendre ses ennemis, transformer chaque faiblesse en avantage. À Shiyaya, il résista à des armées bien supérieures, repoussant assaut après assaut, devenant un symbole vivant de résistance. Mais le coup décisif ne viendrait pas de lui.
Il viendrait du cœur même du système. Parmi les généraux envoyés par Kamakura pour écraser la rébellion se trouvait Ashikaga Takauji. Descendant du clan Minamoto, il avait servi loyalement le Bakushu, combattu pour lui, consolidé son pouvoir. Rien, en apparence, ne le destinait à trahir. Et pourtant, Takauji observait, comme tant d'autres, les fissures du système. Il voyait l'usure, la perte de légitimité, la montée du mécontentement. Et il comprenait, mieux que beaucoup, que l'avenir ne résidait plus dans la fidélité aveugle. En 1333, il fit un choix. Au lieu d'écraser la rébellion, il se retourna contre Kamakura. Il marcha sur Kyoto, chassa le pouvoir en place et réinstalla Go-Daigo sur le trône. Ce geste, audacieux, renversa l'équilibre du Japon. Mais pendant ce temps, une autre armée avançait vers Kamakura. Dirigée par Nita Yoshisada, elle attaqua le cœur du Bakushu. La ville, symbole du pouvoir des Hojo, fut assiégée, puis envahie. Les défenses s'effondrèrent, les rues furent envahies par les flammes, les cris, le chaos. Ce n'était pas seulement une bataille, mais une fin. Les membres du clan Hojo, acculés, choisirent de mourir plutôt que de fuir. Dans leur temple, ils se donnèrent la mort, mettant fin à une domination qui avait duré près d'un siècle et demi. Kamakura tomba. Le Bakushu, autrefois indestructible, n'existait plus. Go-Daigo revint à Kyoto en triomphe. Pour la première fois depuis des générations, l'empereur semblait reprendre le contrôle. Il proclama une nouvelle ère, la restauration de Kenmu. Il voulait rétablir l'ordre ancien, redonner à la cour son pouvoir, effacer l'ère des guerriers. Mais le monde avait changé. Les samouraïs, qui avaient combattu, qui avaient permis cette victoire, n'étaient pas prêts à retourner à leur ancienne place. Ils avaient gouverné, commandé, décidé. Ils ne se contenteraient pas d'obéir à nouveau à une cour éloignée des réalités. Et Takauji, celui qui avait rendu cette restauration possible, commença à comprendre qu'il n'avait pas sa place dans ce nouvel ordre. Les récompenses promises tardaient à venir. Les décisions de la cour semblaient déconnectées des attentes des guerriers. Le fossé entre Kyoto et les provinces se creusait à nouveau. La tension monta, inévitable. Ce qui avait commencé comme une restauration allait devenir une nouvelle rupture. Et bientôt, le Japon se retrouverait à nouveau divisé. Le triomphe de l'empereur Go-Daigo ne dura qu'un instant, suspendu dans le temps, comme une illusion trop belle pour survivre à la réalité. Kyoto retrouva pour un bref moment l'éclat de ses anciens jours. Les cérémonies reprirent avec une ferveur nouvelle. Les courtisans redressèrent leurs silhouettes sous les étoffes somptueuses et l'on parla, dans les couloirs du palais, d'un retour à l'ordre ancien, d'une ère où le monde serait à nouveau gouverné par la volonté divine incarnée dans la figure impériale. Mais ce monde n'existait plus. Les décennies, les siècles même, avaient transformé le Japon en profondeur. Les samouraïs n'étaient plus de simples serviteurs. Ils avaient gouverné, combattu, jugé, administré. Ils avaient construit un ordre fondé sur la force, certes, mais aussi sur une logique qui leur appartenait. Leur retirer ce pouvoir n'était pas une restauration, c'était une négation de la réalité. Go-Daigo, pourtant, ne semblait pas le comprendre. Ou peut-être refusait-il de l'accepter. Dans son esprit, le Japon devait redevenir ce qu'il avait été, ou ce qu'il croyait qu'il avait été. Un royaume centré sur la cour, sur les rituels, sur une hiérarchie dictée par le sang et la tradition. Il distribua des titres, réorganisa les terres, tenta de reconstruire un système où les aristocrates retrouveraient leur place au sommet. Mais pour les samouraïs, ces décisions avaient un goût amer. Ils avaient combattu, risqué leur vie, renversé un régime. Et en retour, ils voyaient leurs efforts ignorés, leurs attentes déçues. Les récompenses promises étaient insuffisantes, parfois inexistantes. Les terres restaient disputées, les privilèges redistribués selon des logiques qui leur échappaient. Dans les provinces, le murmure de la déception se transforma peu à peu en colère. Et au centre de cette colère se trouvait un homme. Ashikaga Takauji. Celui qui avait trahi le Bakushu, celui qui avait ouvert les portes de Kyoto à Go-Daigo, observait désormais avec un regard différent. Il avait espéré trouver dans cette restauration un nouvel ordre, une reconnaissance, une place à la hauteur de son rôle. Mais ce qu'il voyait n'était qu'un retour en arrière, une tentative de nier tout ce que le Japon était devenu.
Il comprit alors ce que tant d'autres commençaient à ressentir. Ce n'était pas lui qui n'avait pas sa place dans ce monde. C'était ce monde qui ne correspondait plus au Japon. En 1335, sous prétexte de réprimer une rébellion locale, Takauji leva une armée. Mais au lieu de revenir à Kyoto en loyal serviteur, il prit une décision irréversible. Il se rebella. Il déclara que l'empereur avait perdu la légitimité de gouverner, que son autorité n'était plus en accord avec les besoins du pays. Et dans un geste à la fois audacieux et profondément symbolique, il installa un autre empereur à Kyoto, un souverain plus favorable à son projet. Ainsi naquit une fracture. Go-Daigo, refusant de céder, quitta Kyoto et se réfugia dans les montagnes du sud, à Yoshino. Il emporta avec lui les insignes impériaux, symboles de la légitimité divine, le miroir, l'épée et le joyau. Pour lui, il n'y avait qu'un seul empereur, et il était le seul à incarner la véritable lignée. À Kyoto, Takauji soutenait un autre empereur, reconnu par ceux qui détenaient désormais le pouvoir militaire. Le Japon avait deux empereurs, deux centres de légitimité, deux visions du monde. Ce qui suivit ne fut pas une guerre unique, mais une époque entière de division. Pendant près de 60 ans, le pays vécut sous cette dualité, oscillant entre alliances, conflits, trahisons. Les provinces changeaient de camp, les seigneurs juraient fidélité à un empereur avant de se tourner vers l'autre. Les batailles étaient fréquentes, mais rarement décisives. C'était une guerre d'usure, de position, où la loyauté elle-même devenait une monnaie instable. En 1338, Takauji reçut officiellement le titre de shogun. Ainsi. Mais contrairement à celui de Kamakura, ce nouveau régime était différent. Il ne reposait pas sur une structure rigide, mais sur un réseau d'alliances. Takauji devait composer avec les seigneurs qui l'avaient soutenu, leur accorder des pouvoirs, des terres, une autonomie qu'il ne pouvait leur refuser. Le centre du pouvoir, désormais installé dans le quartier de Muromachi à Kyoto, n'était pas une forteresse isolée comme Kamakura. C'était un lieu mêlé à la cour, à ses intrigues, à ses influences. Une proximité qui offrait des avantages, mais aussi des fragilités. Le shogun gouvernait, mais il devait négocier. Les daimyo, ces seigneurs régionaux, devenaient de plus en plus puissants. Ils administraient leurs terres comme des royaumes, levaient leurs propres armées, prenaient des décisions indépendantes. Leur loyauté envers le shogun n'était pas absolue. Elle dépendait de l'équilibre des forces, des intérêts, des opportunités. Le Japon, il s'était fragmenté autrement. Même au sein de la famille Ashikaga, les tensions apparaissaient. Le frère de Takauji, Tadayoshi, autrefois son allié le plus proche, entra en conflit avec lui. Leur rivalité dégénéra en guerre ouverte, paralysant le gouvernement, divisant les forces. Les années passèrent dans ce climat d'instabilité. Takauji, épuisé par les luttes, mourut en 1358. Il laissait derrière lui un pouvoir établi mais fragile, dépendant d'un équilibre toujours menacé. Ses successeurs continuèrent à gouverner, certains avec habileté, d'autres avec faiblesse. Le troisième shogun, Ashikaga Yoshimitsu, parvint à réunifier les deux cours en 1392, mettant fin à des décennies de division. Sous son règne, le Japon connut un moment de stabilité, de prospérité, un retour apparent à l'ordre. Mais cet ordre n'était qu'une surface, car les fondations du système restaient instables. Les daimyo, devenus trop puissants, n'étaient plus de simples vassaux. Ils étaient des souverains en devenir. Et sous cette apparente unité, les tensions continuaient de croître. Le Japon, une fois de plus, se rapprochait d'un point de rupture. Lorsque la paix fragile instaurée par Ashikaga Yoshimitsu commença à s'effriter, ce ne fut pas avec fracas, mais avec une lente désagrégation, presque imperceptible, comme un édifice qui se fissure de l'intérieur bien avant de s'effondrer. Kyoto, redevenu pour un temps le cœur battant du Japon, retrouvait ses splendeurs, temples dorés, jardins ordonnés, cérémonies raffinées où l'on célébrait autant l'esthétique que le pouvoir. Le pavillon d'or, éclatant sous la lumière du soleil, semblait incarner une harmonie retrouvée. Mais cette harmonie n'était qu'un masque. Car derrière les façades élégantes et les rituels soigneusement orchestrés, le système Ashikaga reposait sur des bases instables. Contrairement au Bakufu de Kamakura, qui avait imposé une hiérarchie stricte,
Celui de Muromachi dépendait de l'équilibre entre des forces rivales. Les daimyo, ces seigneurs provinciaux, n'étaient plus de simples exécutants. Ils étaient devenus des puissances autonomes, gouvernant leurs terres avec une liberté croissante. Le shogun pouvait encore donner des ordres, mais leur application dépendait de la volonté de ceux qui les recevaient. Peu à peu, l'autorité centrale se dilua. Les successeurs de Yoshimitsu ne possédaient ni sa vision ni son autorité. Certains étaient trop jeunes, d'autres trop faibles, d'autres encore trop indifférents pour gouverner réellement. Le pouvoir glissa entre les mains de conseillers, de factions, de familles rivales qui transformaient le gouvernement en un champ de manœuvre politique. Dans ce climat d'incertitude, les rivalités anciennes ressurgirent. Les daimyo, autrefois contraints à la prudence, commencèrent à agir plus librement. Ils fortifièrent leurs domaines, consolidèrent leurs armées et observèrent leurs voisins avec une méfiance croissante. Le Japon, sous l'apparence d'unité, devenait un assemblage de territoires prêts à s'embraser. L'étincelle vint d'un conflit en apparence banal. En 1464, le shogun Ashikaga Yoshimasa, homme plus attiré par les arts que par le pouvoir, se trouva confronté à une question de succession. Sans héritier, il avait désigné son frère comme successeur. Mais lorsque sa femme donna naissance à un fils, tout changea. 2 prétendants, 2 factions, 2 visions. Ce qui aurait pu rester une dispute de cour devint un conflit national. Derrière chaque prétendant se rangèrent de puissants daimyo. Hosokawa Katsumoto soutenait le frère. Yamana Sozen défendait l'enfant. Leur rivalité, déjà ancienne, trouva dans cette crise un terrain idéal pour s'exprimer. En 1467, la guerre éclata. Kyoto, autrefois centre du raffinement, devint un champ de bataille. Des armées entières pénétrèrent dans la capitale, transformant ses rues en lignes de front. Les temples furent fortifiés, les résidences incendiées, les jardins piétinés. Là où régnait la poésie, il n'y avait plus que le bruit des armes et l'odeur de la fumée. La guerre, 10 années de destruction, de sièges, de massacres. Aucun camp ne parvint à prendre l'avantage de manière décisive. Les combats s'enlisèrent, les alliances fluctuèrent, et Kyoto, peu à peu, fut réduite à un champ de ruines. Les grandes familles aristocratiques fuirent. Les quartiers entiers furent abandonnés. La ville, jadis cœur du Japon, devint une ombre, hantée par les survivants et les souvenirs. Et lorsque la guerre prit fin, en 1477, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Il n'y avait que le vide. Le shogunat Ashikaga, incapable de prévenir ou de contenir le conflit, perdit ce qui lui restait d'autorité. Le shogun lui-même, Yoshimasa, se retira dans son pavillon d'argent, abandonnant toute prétention à gouverner. Le Japon, désormais, n'avait plus de centre. Dans les provinces, les daimyo agirent en conséquence. Libérés de toute contrainte réelle, ils consolidèrent leur pouvoir. Les terres furent organisées comme des États indépendants, chacun avec ses lois, ses armées, ses ambitions. C'était le début d'une nouvelle ère. L'ère Sengoku. Une époque où la guerre ne serait plus une exception, mais une constante. Où les alliances seraient temporaires, les trahisons fréquentes, et le pouvoir toujours en mouvement. Les anciennes structures, qu'elles soient impériales ou shogunales, n'étaient plus que des symboles vides. Dans ce monde, la naissance importait moins que la capacité à survivre et à dominer. Des hommes de basse extraction pouvaient s'élever, des familles anciennes pouvaient disparaître en une génération. Les règles étaient réécrites en permanence, dictées non par la tradition, mais par la force. Les châteaux surgirent sur les collines, entourés de villes fortifiées. Les armées grandirent, composées non seulement de samouraïs, mais aussi d'ashigaru, soldats paysans entraînés à combattre en formation. La guerre devint plus organisée, plus stratégique, moins dépendante des exploits individuels. Mais au cœur de cette brutalité, une étrange dualité persistait. Car les mêmes hommes qui menaient des campagnes sanglantes s'adonnaient à la poésie, à la cérémonie du thé, à la méditation. Les sabres côtoyaient les pinceaux, les champs de bataille, les jardins zen. Le Japon, même dans le chaos, refusait de renoncer à sa quête d'harmonie. Et pourtant, la réalité restait implacable. Le pays était brisé. L'empereur existait toujours, mais son pouvoir n'était plus qu'un écho. Le shogun subsistait, mais sans autorité réelle. Les daimyo régnaient chacun sur leur domaine, poursuivant leurs propres ambitions. Le Japon était devenu une mosaïque de conflits.
Et dans ce monde fragmenté, une question persistait, suspendue dans l'air chargé de fumée et d'incertitude. Qui parviendrait à réunir ce qui avait été brisé? Car malgré le chaos, malgré les décennies de guerre, une idée n'avait jamais disparu. L'idée d'un Japon unifié, d'un ordre restauré, d'un pouvoir capable de mettre fin à l'anarchie. Cette idée attendait son champion. Et quelque part, dans une province encore modeste, un homme commençait à comprendre que le monde ancien ne reviendrait pas. Il ne restait qu'une chose à faire: le reconstruire.